Cette initiative que nous avons lancée, dite ELSA, prend tout son sens alors que nous venons d'observer pour la deuxième fois le tir d'un missile de très longue portée, dit Oreshnik, par la Russie sur l'Ukraine. Ce tir est un signal très clair d'une puissance dotée, mais qui a décidé de se doter de telles capacités. Ce message est clair. Et pour tous ceux qui pensent que la Russie serait une question qui ne nous concerne pas, il doit être reçu 5 sur 5. Nous sommes à portée de ces tirs. Et nous sommes avec le général Nicolas Richaud. Bonsoir mon général. Bonsoir Darius. Et avec vous Gérard Araud. Bonsoir. Merci beaucoup. J'aimerais qu'on s'arrête tout de suite sur ce missile dont le président de la République lui-même fait un objet principal, un signal, dit-il. Le tir a eu lieu il y a quelques jours. Regardez cette image. C'est le tir qui a été opéré par les Russes dans la région de Lviv, c'est-à-dire vraiment tout près de la frontière de l'OTAN. Et cette fois, c'est le président de la République lui-même qui le dit. C'est un signal, une forme d'avertissement qui est donné aux Européens. Gérard Araud. Oui, mais enfin, en même temps, la France a été apporter des missiles russes depuis toujours. Hein. C'est ce qu'on appelle, c'est la logique de la dissuasion. Les Russes jouent depuis le début de leur invasion de l'Ukraine à essayer de nous faire peur. L'objectif, c'est de ne pas faire peur aux décideurs européens, mais de faire peur à l'opinion publique européenne. Oui, les premiers missiles qui ont menacé l'Occident, ils datent de 1957. Ils tiraient déjà à 8000 km. Alors je suis absolument d'accord, il n'y a absolument rien de nouveau. Là, ce qui est intéressant véritablement, c'est que l'Oreshnik, il tire à 5000. Et 5000, c'est l'équivalent du SS-20 dans la fin des années 70. Donc il y a une volonté de découpler les États-Unis de l'Occident. C'est-à-dire ce missile, quand il est en Biélorussie, en Bélarus, il peut tirer jusqu'à Paris ou Londres, mais il ne va pas atteindre de l'autre côté les États-Unis d'Amérique. Donc c'est un message au dire. Nous ne menaçons pas les États-Unis, mais regardez bien, nous pouvons atteindre n'importe quelle partie de l'ouest de l'Europe. Restons vraiment sur ces images, ce missile qui permet d'avoir, il y a 6 têtes qui se dégagent, et moi je suis frappé du fait que, au fond, vous relativisez le propos du président de la République. Le président de la République dit que c'est un signal important le fait qu'ils aient tiré à Lviv juste à la porte de l'OTAN, et vous vous dites au fond, au fond, il y a toujours eu d'ailleurs. C'est bien plus grave, car c'est un missile qui a une volonté, je l'ai dit, de découpler au sein de l'OTAN les États-Unis de leurs alliés. C'est-à-dire qu'il menace uniquement l'Europe occidentale. Il explique aux Américains qu'eux ne sont pas menacés. C'est exactement ce qu'on a voulu faire avec les SS-20. Et donc c'est encore plus dangereux, parce que les Américains, vous pouvez avoir tendance à dire, regardez, nous, c'est pas notre affaire. Ça menace uniquement l'Europe occidentale. Donc c'est très grave. D'abord, sur le fait que le tir ait été opéré à quelques kilomètres seulement de l'OTAN, vous partagez l'avis du président de la République que c'est un signe ? Naturellement, il n'y avait aucune raison. Et en plus, vous le savez bien, ce missile, il n'y avait quasiment pas d'armes, il n'y avait pas de frappe. Hein. C'était vraiment le lancement du missile pour dire « nous pouvons le faire ». Et en plus, on envoie, pourquoi ça n'avait aucun sens militaire particulier, on l'envoie sur Lviv, à la frontière, quasiment proche de la frontière de la Pologne. Donc oui, c'est un message politique. Mais en même temps, vous savez, ça fait depuis 2022 que les Russes ne cessent de nous faire des avertissements, de nous menacer. Vous avez à la télévision russe le dénommé Karaganov qui dit « il va falloir atomiser l'Allemagne », etc., etc. On est quand même dans une sorte de, je dirais, de procédé russe qui n'est pas nouveau. Prenons la carte. Est-ce qu'il y a moyen d'interception, oui ou non ? On voit cette carte où on voit un champ de tir possible depuis Kapoustine avec des distances qui paraissent évidemment très, très réduites. Si demain, un missile était tiré, Oreshnik ou autre d'ailleurs, en 15 minutes, 15 minutes, 20 minutes à Paris, 15 minutes à Berlin. Est-ce qu'il y a un temps de réaction possible et une réaction possible ? Alors, ce qu'il faudrait d'abord savoir, c'est si ce missile est réellement hypersonique, comme ils le disent. Parce que s'il est hypersonique, c'est 11-12 000 km/h. Et donc là, c'est quand même difficilement interceptable. En revanche, un missile peut être intercepté. On a déjà vu des pseudo-missiles hypersoniques interceptés par les Ukrainiens. Le vrai problème, c'est que s'ils en tirent 50, vous allez avoir un effet de saturation. Et c'est comme ça qu'on joue depuis le début de la guerre. L'effet de saturation, c'est la certitude que vous ne pouvez pas arrêter tout. Donc forcément, s'ils décident d'attaquer, ils n'en tireront pas un. Ils en tireront 50, 100, de manière à être sûrs d'atteindre leurs objectifs. Mais là, c'est la guerre. Soyons clairs, c'est la guerre. Nous avons, nous aussi, des moyens de riposte. C'est une escalade absolument stupéfiante, sidérante. C'est la guerre mondiale, ou au moins c'est la guerre nucléaire. Donc, franchement, nous n'en sommes pas là. C'est encore ce procédé russe. Ils veulent faire peur aux bourgeois.
choix et ils savent très bien que les opinions publiques européennes ne sont pas d'une humeur belliqueuse et combative. Ils savent et que les dirigeants européens, quelle que soit la fermeté de leur discours, en réalité ne sont pas soutenus par une grande partie des opinions publiques, et ils essayent de jouer là-dessus. Est-ce qu'il y a un vertige de l'Europe qui se rend compte qu'elle n'est pas à niveau? On se rappelle l'époque des Thatcher, des Mitterrand, on ne les entendait pas comme ça sur ce ton de fébrilité, comme si on n'était pas à niveau exact, comme si on n'était pas prêt suffisamment, bien entendu, souverainement. parce que pendant toute la guerre froide, il y a eu une certaine symétrie des armements, ils se connaissaient bien, c'était l'armement finalement issu de la Deuxième Guerre mondiale. Moi, l'armée dans laquelle je suis rentré en 1980, c'était l'armée du débarquement, grosso modo. Il y avait 2-3 armements qui étaient un petit peu modernisés, mais on était vraiment en 1944. Là, on a une guerre qui est à 2000 km de chez nous et qui montre toutes ces nouveautés, toutes ces ruptures technologiques. On le connaît bien, les drones, etc., le cyber, tout ce que l'on veut. Et donc, c'est complètement différent. Vous avez parlé de symétrie. Est-ce que maintenant c'est asymétrique? C'est-à-dire, si on ne compte plus les Américains, est-ce qu'on n'est plus tout à fait à niveau du danger russe? Alors, sur le plan des drones et sur le plan des vecteurs à très longue distance, c'était d'ailleurs une partie du discours du président de la République lors de ses vœux à Istres, eh bien, effectivement, là, on a un gap qu'il faut combler rapidement, c'est-à-dire que nous, on n'est pas capable... L'Oreshnik, il n'a pas forcément une tête nucléaire, il peut être aussi tiré à 5000 km avec du conventionnel, finalement. Mais cet armement, nous ne l'avons pas actuellement. Nous, nos missiles, ce sont des missiles qui sont intercontinentaux. Nous n'avons pas cette gamme intermédiaire qui permet de tirer dans la très longue profondeur. Et ça, c'est une des raisons pour lesquelles le président de la République a annoncé un rattrapage dans ce domaine. Mais vous savez, au fond, quelle est la vraie différence par rapport à 1980, par rapport à Thatcher ou à Mitterrand? C'est tout simplement que la garantie américaine. Parce qu'avec la garantie américaine, il y avait l'égalité. Honnêtement, ce n'était pas à cause de l'armée française, même pas des forces nucléaires françaises qu'il y avait égalité. Il y avait égalité grâce à l'engagement américain qui ne faisait aucun doute. Aujourd'hui, cet engagement américain fait doute. Nous avons confié notre sécurité aux États-Unis. Nous avons eu confiance dans cette garantie américaine. Elle n'est plus là. Eh bien, nous nous retrouvons un peu piégés. Nous sommes un peu piégés par le choix que nous avons fait. Est-ce qu'il y a une faute, vraiment, au sens presque de philosophie politique? Un État souverain doit défendre ses nationaux, la défense intérieure, défense extérieure. Confier à une tierce puissance de façon durable, ça paraît très étrange quand même. On a l'impression que des pays comme le Danemark, les Pays-Bas, la Belgique, l'Allemagne, pas la France. La France, mais c'est l'héritage de l'histoire. On ne peut pas refaire l'histoire. Au 19e siècle, jusqu'à 1940, les puissances impérialistes, belliqueuses, c'était la France, l'Allemagne et puis le Royaume-Uni. Je veux dire, après la Deuxième Guerre mondiale, il y a quand même un phénomène de culpabilité, 50 millions de morts. On se sent quand même un peu responsable de cette catastrophe qui est une espèce de guerre civile entre Européens. Et donc, forcément, l'ouest du continent européen devient plus ou moins pacifiste. D'ailleurs, il y a un gros reliquat chez les Allemands que l'on connaît bien. Et donc, à partir de ce moment-là, effectivement, notre vision du monde a parfaitement changé. Et ce que l'on vit aujourd'hui, la manière dont on réagit aux événements, cette espèce d'incapacité à appréhender la brutalité du monde telle qu'elle se dessine aujourd'hui, elle vient véritablement des 80 années qui viennent de passer, je pense, oui. Ces 80 ans auxquels se réfère le général, c'est sans doute la période de paix la plus longue que nous ayons connue depuis la chute de l'Empire romain. C'est une période d'incroyable prospérité, liberté, sécurité. Ma génération, la génération des boomers, c'est sans doute la génération qui a eu la plus grande chance de l'histoire. Et aujourd'hui, non seulement il faut convaincre les générations qui viennent, il faut les convaincre non seulement de me payer mes retraites, de payer ma retraite quand même, je n'en ai qu'une, mais en plus de faire un effort supplémentaire, de revenir dans la réalité glacée de la géopolitique et de nouveau de faire face à l'éventualité d'une guerre. C'est vertigineux. Et je comprends tout à fait que les jeunes Français ou les jeunes Allemands, etc., reculent devant une perspective qui est quand même une perspective tragique. Est-ce qu'il y a vous n'avez pas répondu sur la faute. Un jeune Danois, un jeune Belge, un jeune Allemand, il peut aller vers les responsables de l'époque et dire mais vraiment vous pensiez que c'est autrui qui allait nous défendre? Est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose d'anormal en termes de souveraineté?
Si vous êtes danois, je suis vraiment désolé, le Danemark ne peut pas se défendre. Même si le Danemark avait décidé en 1945 de faire un effort gigantesque, d'ailleurs il ne s'est absolument pas défendu en 1940, il n'y a même pas un coup de fusil qui a été tiré par le Danemark. Voilà, les malheureux, les 5 millions de Danois ne peuvent pas se défendre. Il y a quand même eu un changement de réalité militaire avec l'Union soviétique d'un côté et de l'autre les États-Unis. Et rappelons-nous ce qu'était l'Europe en 1945, un champ de ruines. Nous étions, et les États-Unis à eux seuls, représentaient 60% du PIB mondial. Voilà, donc que vouliez-vous qu'on fasse? Et après tout, ça a bien marché, ça satisfaisait tout le monde, pourquoi changer de politique? Si on revient à aujourd'hui, est-ce que le scénario des Russes qui tireraient les premiers, puisque si le président de la République dit il y a un danger lié ici au Lorechnik, c'est bien l'idée qu'il pourrait tirer les premiers. Oui. Qu'en second, théoriquement, il serait détruit. C'est la dissuasion. Oui. Il pourrait tirer les premiers. Les Russes, bien entendu, ils ne s'interdisent absolument rien. Même s'ils ont une doctrine, normalement, qui est défensive comme la nôtre, on voit bien qu'ils ne s'interdisent absolument rien dans la mesure où, vous savez, avec leur complexe obsidional, ils se sentent en permanence assiégés. Et donc, ils pensent que c'est nous, la puissance agressive, enfin, au moins l'OTAN, qui s'avance vers ses frontières depuis 30 ans. Donc, aujourd'hui, moi, je pense que, de la même manière, on en parlait avant l'émission, Donald Trump est quelqu'un qu'on ne peut pas prévoir. Je pense que Poutine, on ne peut pas le prévoir non plus. Si demain, il estime que ses intérêts exigent d'aller vers l'Ouest, peut-être qu'il peut tirer le premier. Le problème, c'est qu'évidemment, c'est d'essayer de se mettre dans les chaussures de l'autre, de penser comme pense Poutine, et non pas comme nous pensons. Si nous l'avions fait, peut-être que nous aurions prévu l'agression de l'Ukraine. Et donc, aujourd'hui, la certitude de c'est notre ambassadeur qui présente ces lettres de créance là, Nicolas de Rivière, notre ambassadeur. L'ambiance doit être un peu fraîche. Oui, c'est c'est un de mes amis. Il m'a dit que oui, c'était. On voit à l'image que c'est pas la franche rigolade, disons là. Non, exactement, exactement. Et donc. Nous avons un intérêt à mettre un terme à cette guerre le plus rapidement possible pour essayer d'éviter ces risques, ces erreurs de calcul de part et d'autre, et les souffrances évidemment du peuple ukrainien. Mais pour le moment, Poutine ne montre aucune disposition, il faut bien dire, à négocier. Mais la meilleure manière d'éviter la guerre, de toute façon, c'est la dissuasion. C'est pas en paraissant faible devant Poutine que l'on réussira à le convaincre de ne pas nous attaquer. Donc il faut qu'il soit convaincu que s'il frappe, nous frapperons. Votre regard sur ces images, c'est-à-dire ce Poutine qui est là, qui a survécu. Il a survécu à la mutinerie de Prigojine, il a survécu à tant de prévisions. On disait il a le cancer, il a Parkinson, il est fichu, l'armée s'écroule, etc. Mais peut-être qu'il a des difficultés économiques, mais visiblement il sème toujours l'inquiétude en Europe. Il sème toujours l'inquiétude, et puis on a l'exemple vivant, je dirais, de ce qu'est un dictateur qui est capable de survivre à lui-même, et puis comme le phénix, de renaître de ses cendres dans les pires difficultés. Donc il a le temps vers lui. On le savait du temps de l'Union soviétique, mais c'était collégial. Là, on a véritablement un espèce de pouvoir solitaire. Il a commencé, donc c'était à l'époque de Jacques Chirac, à peu près. Voilà, donc vous imaginez le nombre de dirigeants européens qu'il a vus. Si vous mettez une photo, il doit être le seul survivant du G8 d'il y a 20 ou 25 ans. Donc, voyez, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a le temps pour lui. Tant qu'il est en bonne santé, il a le temps pour lui, et puis il a les pleins pouvoirs que n'ont jamais eu les soviétiques, les personnalités soviétiques. Et il y a aussi la tragédie du pouvoir, c'est-à-dire lorsque vous êtes au pouvoir depuis 25 ans, cela veut dire que vous ne savez plus vous êtes complètement coupé de la réalité. En plus, il s'est coupé de la réalité au moment du Covid, mais maintenant, c'est le dictateur isolé isolé au Kremlin. Écoutez sa prise de parole ce soir. Il répond. On sent bien qu'il est en prise directe. D'ailleurs, il écoute très exactement ce qui se passe à l'Ouest. On l'a vu souvent réagir exactement à ce qui a été déclaré quelques heures plus tôt à Paris, à Londres ou à Berlin. La stabilité et la sécurité dépendent directement de la capacité des États à coopérer de manière constructive. Un partenariat ouvert et honnête crée des opportunités pour résoudre les problèmes courants ou même les plus difficiles. La situation sur la scène internationale se détériore de plus en plus. Je ne pense pas que quiconque puisse le contredire.
Les conflits de longue date s'aggravent et de nouveaux foyers de tensions sérieux apparaissent. Commentaire? Bah oui, Gérard mais Araud. le problème, c'est qu'il en est quand même responsable de l'accroissement des tensions internationales. Il faut quand même revenir à la question centrale. La question centrale, on peut demain mettre un terme à la guerre. Et la clé, c'est lui qui a la clé. Il est le seul aujourd'hui à avoir la clé de mettre terme, d'autant plus qu'il sait qu'en face de lui, il a un Donald Trump qui est prêt à toutes les concessions. On le sait très bien que l'Ukraine ne rentrera pas dans l'OTAN. On sait très bien que l'Ukraine ne récupérera pas les territoires. Vous êtes d'accord avec ça? L'Ukraine ne récupérera pas ses territoires? Dans les conditions actuelles, l'Ukraine n'est pas en mesure de récupérer ses territoires. Parce qu'on a peur de Poutine? Pas parce qu'on a peur de Poutine, parce que pour le moment, ils n'ont pas les moyens, parce qu'on leur a pas donné les moyens. Rien n'est impossible demain si on leur donnait les moyens. Mais aujourd'hui, dans ce que l'on observe, la victoire de l'Ukraine n'est pas pour 2026. Et donc, il ne rentrera pas dans l'OTAN, on le sait bien. Et donc, la question qui reste, c'est quelles sont les garanties de sécurité apportées à ce qui restera de l'Ukraine. Et donc, pour Trump, ce serait quand même facile de parvenir à un accord. Surtout que Trump est prêt à faire toutes les concessions. Le ton d'inquiétude ce soir, alors le président de la République, on l'a entendu, le général De Villiers, qui est pourtant d'une autre couleur politique, si on veut, la guerre se rapproche à grande vitesse, dit-il. La guerre se rapproche à vitesse grand V. Il faut donc passer par une logique de stock, donc de commande. Écoutez sa déclaration ce soir. Nous avions un monde qui était régulé par la force du droit. Et aujourd'hui, c'est le droit de la force, tout simplement. C'est un changement énorme. Depuis 1945, les organisations internationales, ces stabilisateurs automatiques, régulaient les relations internationales. Ce n'est plus le cas. Il faut accélérer parce que seule la force fait reculer la violence et dans les rapports de force, il faudra que nous soyons à la hauteur, sinon nous serons les faibles du monde. La grande peur d'être les faibles du monde, les Européens qui, selon l'expression que vous avez parfois utilisée, soient vraiment les herbivores au milieu des carnivores. Mais oui, c'est une réalité. Alors cette réalité, elle trouve son origine dans deux... D'abord, la modification des rapports de force globaux. La Chine a émergé, l'Inde, le retour de la Russie. Ça, c'est la première chose, à nos dépens. Et deuxièmement, le fait que notre protecteur, que le protecteur américain nous dit en gros, je n'ai plus très envie de vous protéger. Donc d'un seul coup, il y a devant nous un gouffre béant et nous devons nous précipiter pour, en effet, consentir les efforts nécessaires, car pour éviter la guerre, il faut le répéter, pour éviter la guerre, il faut la préparer. C'est la seule... Voilà, si vous voulez la paix, préparez la guerre. Regardez les images au Groenland. On va venir à ce qui se passe au Groenland avec les déclarations de Trump ce soir, avec l'envoi de troupes. Petites troupes, mais de troupes européennes sur place. Et l'ambassadeur de France, voilà, de nouveau. Voilà l'avion danois qui arrive au Groenland. Est-ce que le Groenland est aussi révélateur de ça? C'est-à-dire, pour nous, Européens, on n'arrive même pas à concevoir qu'un pays veuille encore des conquêtes territoriales. Nous, Européens de l'Ouest, on a renoncé à ce genre d'idée. Pas les Américains, pas les Russes, pas les Chinois, pas les autres. Oui, et puis l'adversaire, pour pas dire l'ennemi pour le moment, vient du côté le plus inattendu, c'est-à-dire du côté de l'Ouest, c'est-à-dire nos alliés les plus proches, ceux qui nous ont libérés. Donc ce coup-là, effectivement, c'est l'imprévisibilité de Trump avec les MAGA, mais on ne l'a pas vu venir. Enfin, il l'a annoncé, mais le premier quinquennat, il en avait un peu parlé, on a dit ça, c'est du déclaratoire, etc. Et là, on commence à penser effectivement qu'il va le faire. Et la réaction européenne serait quand même intéressante à voir. Pour le moment, il y a des précurseurs, on va voir quelle est la force. Je rappelle que la force française, pour le moment, est sous embargo. On ne sait pas à combien elle va être. Il y a eu un conseil de défense ce matin, on ne sait pas à combien d'hommes et de matériel elle va se monter, mais effectivement, là, il y a une épreuve de force, au moins politique, qui se dessine pour montrer une certaine volonté. Serons-nous capables? Et effectivement, pour le moment, on est quand même encore bien des herbivores. Ces images font tourner la tête. Gérard Araud, à l'instant, vous disiez les Danois sont incapables de se défendre. Ils disaient même en 40, ils n'ont pas pu se défendre du tout. Et là, ils essaient. Alors, ils envoient une toute petite troupe pour dire à Trump, ne nous prenez pas. Non, mais là, en réalité, vous savez, si demain l'armée américaine arrive, ils vont pas tirer, les Européens. C'est un message politique. Vous avez un message politique double. D'abord, vous avez le message de dire aux Américains, c'est quand même très grave. Vous voyez, les Anglais, les Allemands, il y a un seul Anglais d'ailleurs, l'Anglais, les Allemands, les 15 Français. Donc, voyez, pour les Européens, c'est grave. C'est un message politique lancé aussi d'ailleurs au Congrès, où le Congrès commence à s'inquiéter. Et deuxièmement, c'est aussi une manière d'ouvrir
vers une solution en disant il pourrait y avoir une force de l'OTAN, nous sommes prêts à considérer à avoir une force de l'OTAN si le sujet, ce qui n'est pas le cas, mais si le sujet est vraiment la défense du Groenland. Donc là, je dirais, ce sont un petit peu des manœuvres politiques. Si vous me permettez, moi, ce qui me frappe beaucoup plus, et ce qui, pour nous, les Européens, est extrêmement déstabilisant, d'ailleurs, au-delà du fait que ce sont des Américains, quand même, comme le faisait remarquer le général Richoux, c'est que rationnellement, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que rationnellement, si les Américains veulent défendre le Groenland, ils disent aux Danois, on avait 11 bases, on les rouvre, il y a aucun... Et les Danois diront, mais oui, naturellement, vous êtes les invités. Et donc, on est face à des États-Unis qui sortent de toute rationalité, parce qu'il n'y a pas besoin d'envahir le Groenland pour le défendre. Et ça, pour les calculs des états-majors, les calculs des dirigeants politiques, c'est extrêmement déstabilisant. Regardez, les Européens qui défient à tout petit niveau, mais enfin, ils défient quand même un peu les Américains. Il y a beaucoup de réactions en off dans la presse américaine de responsables politiques américains qui trouvent ça un peu irritant, même si c'est une petite épine dans le pied. Oui. France 15, Allemagne 13, Suède 3. Alors, je ne sais pas si c'est les Suédois ou les Norvégiens, j'oublie, mais il y a un des deux pays où ils ne sont même pas armés. Et puis, Royaume-Uni, un officier. Alors, je ne sais pas ce qu'il va faire, le pauvre. Il s'agit d'éléments précurseurs, parce que je vois depuis ce matin qu'on se gauze devant ces forces. Ces forces ne sont pas les forces qui vont stationner, ils vont faire un exercice normalement. C'est ça l'argument aujourd'hui. Aujourd'hui, comme l'exercice n'a vraisemblablement pas été très anticipé compte tenu des menaces, il faut bien qu'il y ait des précurseurs qui voient où est-ce qu'on va loger, comment on peut faire, etc. Donc ça, les précurseurs, ça existe dans toutes les armées du monde. Nous expliquer que l'armée française envoie 15 soldats, c'est de la désinformation absolue, quoi. Et quand on nous dit qu'on défie les Américains, c'est quand même extraordinaire. Nous sommes sur un territoire sous souveraineté d'un pays de l'Union européenne, à défaut d'être de pleine entière dans l'Union européenne, et on dit qu'on défie les Américains. Mais c'est peut-être eux les agresseurs, quand même. Mais alors là, il faut quand même sortir de là. On verra après quelle est la force complète qui va être déployée et pour combien de temps. C'est ça qui est important. S'ils viennent pour 15 jours et qu'ils repartent, ça c'est encore autre chose, mais peut-être peuvent-ils stationner dans la durée. Et à ce moment-là, nous avons quand même une force de dissuasion qui explique que si vous entrez, vous allez nous tirer dessus. Et si vous nous tirez dessus, vous composez en ennemi. Est-ce que les Européens tireront ? Si, en riposte, oui, certainement pas les premiers. Ça, certainement pas les premiers. Alors, honnêtement, on ne tirera pas, sauf si les Américains, en effet, commencent à tirer, s'il y a un incident. Mais vraiment, les Américains arrivent, les Européens ne tireront pas. Voilà. Sauf, de nouveau, si les Américains tirent. Mais s'il y a un incident, c'est toujours possible. Mais attendez, expliquez-moi, ça veut dire quoi ? Si les Américains sortent de leur base de Pitoufik et qu'ils commencent à planter des drapeaux, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Ils rentrent dans leur base de Pitoufik parce qu'il fait moins 50 degrés. C'est tout. Non, mais franchement, non, mais je suis très sérieux. Vous avez vu où est la base là-haut ? Non, mais vous pouvez. Qu'est-ce que vous voulez occuper à partir de la base de Pitoufik durablement le Groenland ? Il faut prendre note, il faut déposer les autorités légales, le Parlement, prendre la radio, le Parlement, etc. Là, à ce moment-là, ils diront nous possédons le Groenland. Ça veut dire un débarquement là. S'ils débarquent à Pitoufik, ils vont aller faire une manœuvre 24 heures et puis ils rentreront bien au chaud. C'est évident. On ne peut pas tenir un terrain comme ça de 2 millions de kilomètres carrés avec quelques milliers d'hommes dans le nord du Groenland. C'est impossible. On a l'impression que les Européens n'arrivent pas à y croire. C'est comme si ils étaient éberlués et ils regardent ça. Oui, je crois qu'il y a une sidération. Visiblement, Trump est sérieux. Écoutez Caroline Levitt, sa porte-parole, qui dit là, c'est quelques troupes, comment dites-vous, les précurseurs. Précurseurs. Visiblement, moi, j'ai connu ça toute ma vie. Vous partez en manœuvre, vous avez un élément précurseur de 10-20 hommes qui part en avant et qui s'occupe du casernement, de la logistique, qui regarde comment ça va se passer. Et puis quand c'est prêt, on projette les troupes. Voilà. Mais je veux dire simplement que nous avoir expliqué ce matin, j'ai même vu des personnalités politiques qui nous ont dit ça à cette antenne, c'est vraiment de la désinformation ou de la bêtise de nous expliquer que les 15 hommes sont les forces qui vont être déployées au Groenland. Disons de l'ignorance. Voilà. De l'ignorance ou bien un petit calcul politique qui n'est pas à la hauteur de l'événement quand même. Service militaire. Voilà, c'est la voilà. Écoutez, en tout cas, du côté de la Maison-Blanche, là, les précurseurs, comme vous dites, ne créent pas une sensation particulière. Regardez. Je ne pense pas que le déploiement de troupes en Europe ait un impact sur la prise de décision du président et cela n'a aucun impact sur son objectif d'acquérir le Groenland. Qu'est-ce qu'ils veulent exactement ?
Gérard Araud. C'est la question. On est dans une. Vous savez, moi, je mets aussi ça avec tout ce qui s'est passé depuis Maduro, l'annonce du budget à 1500 milliards, l'interception de deux pétroliers russes, etc., etc. On a l'impression d'une accélération trumpiste, d'une accélération, et par ailleurs, nul n'est capable de prévoir ce qu'il va faire. Voilà, c'est assez ahurissant. Personne aujourd'hui, et je suis sûr autour de lui, c'est la même chose à la Maison-Blanche, et donc on ne peut pas exclure une épreuve de force sur le Groenland. Est-ce qu'on n'est pas toujours en deçà? C'est-à-dire, on s'est tellement limé les dents en Europe que même concevoir l'aspect conquérant, alors que vous le rappeliez, il y a eu un empire français qui ne s'est pas gêné pour aller prendre dans le monde entier des parcelles de terre. À l'époque, il y avait quelques voix aussi rares qui disaient ça sert à rien, la colonisation. Elle a eu lieu. Oui, mais il y en a très peu, parce que de droite et de gauche, à la fin du 19e siècle, on est allé coloniser, mais au nom des bonnes valeurs. Ça servait la colonisation. Est-ce que ça a servi à quelque chose, la colonisation? Est-ce que ça a rapporté quelque chose? Ça a rapporté à qui? À votre avis, à la France? Moi, je pense qu'avec le recul, il n'aurait pas fallu le faire, oui, si on avait su les ennuis que ça nous a produits sur le long terme, d'ailleurs, effectivement. Est-ce que vous pensez que le Groenland rapportera quelque chose aux États-Unis? Une fois que les États-Unis, s'ils sont la seule puissance capable, s'ils le prennent, qui va les en expulser? C'est fini. Est-ce que ça leur rapportera quelque chose? Sur le plan économique, oui, vraisemblablement. D'abord sur le plan stratégique, parce qu'il se rapproche de la Russie. On vient d'entendre de la bouche de Gérard Araud, c'est absurde, ça n'a pas de sens. Vous dites, tiens, non, quand même, ça leur rapportera. Oui, ça va leur rapporter sur le plan stratégique, parce qu'ils occupent toute une place stratégique dans le Grand Nord, et puis ils seront face à la Russie, etc. Et puis sur le plan économique, on sait très bien que le Groenland a un sous-sol extrêmement riche, et qui pourront peut-être l'exploiter demain, même si ça coûte très cher aujourd'hui. La vérité sort de la bouche d'un général. Stratégiquement, comme je le répète, stratégiquement, ils peuvent obtenir tout ça sans l'annexer. Vous savez très bien, c'est pas la même chose de posséder, c'est comme un appartement. Si vous possédez votre appartement, c'est pas la même chose que si vous le louez. Je vois qui se révèle en vous, un côté peut-être bourgeois. Vous savez très bien, ils veulent forer, ils veulent prendre tout le pétrole qu'ils veulent, ils veulent prendre tous les minerais qu'ils veulent, ils veulent faire exactement. C'est pas la même chose que s'ils doivent demander au Parlement danois son avis. Mais non, mais pourquoi vous avez mais il n'y a pas plus pro-américain que les Danois. Est-ce que vous pensez que les Danois vont s'opposer aux États-Unis? Si les États-Unis leur disent, d'abord la sécurité, mais aucun problème, les Américains peuvent demain réouvrir 12 bases. En ce qui concerne les terres rares, si les Américains vont voir les Danois en disant, vous savez, c'est un élément stratégique, l'accès aux terres rares, est-ce que vous pensez que les Danois vont faire la chochotte? Mais non, ils accepteront, évidemment. Et c'est ça qui est frappant. Ce n'est pas utile. Ce que fait Donald Trump, rationnellement, n'est pas utile. Et c'est d'autant plus inquiétant. Ce qui vous donne raison, en tout cas, c'est la manière dont beaucoup d'Européens se sont déjà couchés, en réalité, devant Trump, pour l'instant. Écoutez, Rutte, le secrétaire général de l'OTAN, alors il n'est pas danois, il est néerlandais. Spécialiste. Et on revient sur la fameuse question, il avait déjà appelé Trump daddy. On lui pose la question, est-ce que quand même là, vous commencez à redresser là? Non, il reste tout à fait sur sa ligne. Donald Trump dit « Nous devrions aller au Groenland et le prendre ». Considérez-vous cela comme une crise interne ou une crise tout court? Était-ce vraiment la meilleure façon de communiquer avec Trump lorsque vous avez essayé d'apaiser les relations et de le couvrir de compliments? Et en allant jusqu'à l'appeler papa? Permettez-moi de commencer par dire que je conteste quelque peu la deuxième partie de votre question. Je complimente toujours lorsque des personnes sont utiles à l'Alliance et font du bon travail. Et je pense que Donald Trump fait ce qu'il faut pour l'OTAN. Cette séquence est folle. On a une puissance qui veut prendre de force une partie de territoire, et il continue à dire tout va bien, Madame la Marquise. Mais il y a pire, nos amis danois qui achètent des F-35. Oui. Là, on est quand même dans voilà, là, je suis totalement d'accord avec vous. Les Européens sont des zilotes. C'est vraiment, et donc ils sont prêts à tout. Les zilotes se sont révoltés à un moment, il faut faire attention. Plus souvent, ils se sont souvent révoltés, mais on les a souvent massacrés. Oui, je ne sais pas quoi dire, moi, devant cette servilité vis-à-vis de Donald Trump de la part de Rutte. On le sait, c'est pas m'a dit, mais là, véritablement, demain, il pourrait croquer le Groenland et expliquer, Rutte, qu'il n'y a absolument aucun problème et que finalement, c'est pas si grave que ça. Comme on l'entend d'ailleurs beaucoup, c'est
c'est mieux que la Chine, c'est mieux que la Russie. Et puis ma foi, moi je demande à partir de combien de kilomètres carrés est-il acceptable de faire la guerre ou de ne pas faire la guerre, jusqu'à combien de kilomètres carrés on peut renoncer avant de commencer à faire une guerre. Parce que là, on s'attaque quand même au territoire national des États membres de l'Union européenne et par leurs plus proches alliés quand même. C'est quand même autre chose. Et M. Rutte, lui, ne voit absolument aucun inconvénient. Bon, moi je pense qu'on n'a pas le secrétaire général de l'OTAN que l'on mérite. Le projet de Trump, il y a une volonté qui est même antérieure à lui, puisqu'il dit que ça fait 100 ans que les États-Unis veulent le Groenland, oui. Et ils l'auront au détriment de l'Europe, mais ils l'auront. Eh bien, nous allons voir ce qui va se passer avec le Groenland. Nous avons besoin du Groenland pour notre sécurité. Nous verrons donc ce qui se passera. Nous avons de très bonnes relations avec le Danemark. Comme vous le savez, nous travaillons sur le Golden Dome. Donc nous en avons vraiment besoin. Si nous n'y allons pas, la Russie ira, et la Chine ira, et le Danemark ne pourra rien faire. Vous savez, je ne suis pas le premier à l'évoquer. Le président Truman en parlait. Et 40 ans avant lui, le sujet était déjà sur la table. On en parle depuis 100 ans. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Beaucoup de gens ne s'en rendent pas compte. Mais c'était un sujet brûlant. Peut-être pas autant qu'aujourd'hui, mais c'était un sujet brûlant. Nous en avons besoin pour notre sécurité. Jusqu'où veut-il aller ? Le président Macron tout à l'heure a parlé de colonialisme. Est-ce que c'est la poursuite d'un projet colonial ? Par exemple, vous savez, on peut interpréter ce qui se passe au Venezuela comme un projet colonial. En gros, Donald Trump, je ne sais pas si vous l'avez montré sur l'antenne, a publié une photo de lui sur le site de la Maison-Blanche, marquée au-dessous « Président par intérim du Venezuela ». Vous voyez, en gros, on a un peu l'impression de ce que nous faisions en Tunisie, c'est-à-dire le protectorat. Il y a toujours le bey de Tunis, qui est la vice-présidente, et sinon, voilà, c'est le protecteur. C'est une forme de colonialisme. Et d'ailleurs, autour de Donald Trump, vous avez, il y a tout ce milieu assez étrange de gourous qui entourent Donald Trump, qui entourent aussi Elon Musk, Peter Thiel, et vous avez notamment leur penseur qui s'appelle Yarvin, qui lui dit il n'y a rien eu de mieux que la colonisation, il faut y revenir. Il faut revenir à la colonisation. D'ailleurs, Peter Thiel et Elon Musk disent la même chose pour l'Afrique du Sud, en disant c'était beaucoup mieux lorsque les Blancs dirigeaient l'Afrique du Sud. Il y a aussi cette notion de suprémacisme blanc qui existe dans cette administration. Disons les choses, l'idée de race, comme vous dites, existe, ou en tout cas l'idée de civilisation. Stephen Miller, le directeur adjoint, dit la colonisation de l'Europe est une colonisation inversée. C'est la thèse selon laquelle l'immigration changerait l'Europe profondément. Et il dit on est ou colonisé ou colonisateur. Oui. Il n'y a pas d'entre-deux. Et puis il y a une volonté maintenant, ce qui est un petit peu, alors c'est pas tout à fait nouveau, mais comme une volonté universelle de dicter ce que les gens doivent penser et la manière dont ils envisagent leur projet de société. Et alors il y a un phénomène colonial. De toute manière, les États-Unis, c'est d'abord une colonie qui s'est étendue, etc. Mais moi, ce qui me fascine, c'est le projet impérial. C'est véritablement un projet impérial avec un empereur qui va régner sur des royaumes, et pourquoi pas d'ailleurs sur le royaume du Groenland qui sera inféodé, le royaume du Venezuela. Alors ça peut être comme pendant l'Antiquité, assez mou, avec une certaine forme d'autonomie, mais quand même on obéit à l'empereur. Est-ce que je peux vous poser une question vraiment provocante ? Au fond, est-ce que c'est une clarification ? Vous venez de dire que le Danemark il était déjà colonisé. Il a confié sa sécurité aux États-Unis. Ça s'appelle être colonisé. Oui, et vous pouvez ajouter aussi un autre niveau de colonisation, c'est la colonisation de l'espace numérique. Cet espace numérique, qui dans notre vie est devenu une partie essentielle de notre existence, eh bien cet espace est entièrement dominé, en Occident, entièrement dominé par les États-Unis. Et d'ailleurs, lorsque l'Union européenne essaye de résister, eh bien les États-Unis immédiatement essayent de tordre le bras des Européens. Ils veulent coloniser nos cerveaux, ils veulent nous réduire finalement à être des spectateurs d'écran dont les contenus des écrans seraient fournis par les entreprises américaines. Donc c'est une colonisation nouveau style qui est là. Et l'OTAN va-t-elle survivre à ça ? C'est-à-dire qu'on a beaucoup dit Poutine va casser l'OTAN. Est-ce que Trump, s'il s'entête dans son projet du Groenland, en réalité va casser l'OTAN ? Moi, je pense que... Alors, après, on n'est pas dans la tête des dirigeants occidentaux.
Il n'y aura certainement pas unanimité, on le sait bien, parce que venant de la Hongrie, de la Slovaquie, et puis vraisemblablement peut-être... Alors la Turquie, je ne sais pas, mais il n'y aura certainement pas unanimité. Mais je pense que de pays comme la France, comme le Royaume-Uni, de l'Allemagne peut-être, il y aura certainement une cassure. Moi, je ne suis pas persuadé qu'effectivement, s'il y avait une invasion territoriale définitive, c'est-à-dire une annexion du Groenland, parce qu'il faut parler aussi de tous les projets intermédiaires, hein, d'accords qui peuvent avoir lieu, etc. C'est peut-être d'ailleurs les plus pertinents, et c'est ce qui risque d'arriver. Mais si effectivement il y avait la voie de la brutalité et de l'annexion brutale du Groenland, j'ai peur que l'OTAN, qui est déjà un petit peu en léthargie, n'y survive pas, oui. Vous savez, l'OTAN, c'est la garantie américaine. Hein, il n'y a que ça. Aujourd'hui, c'est ça. Et donc, la garantie américaine, déjà, est très douteuse. Est-ce que les Américains feraient la guerre pour l'Estonie ? À mon avis, non. Et donc, on peut se dire que ce sera un clou de plus dans le cercueil de l'OTAN. Mais ce qui, je trouve, qui est rassurant pour nous, c'est la coopération entre la Grande-Bretagne, la France et l'Allemagne. C'est le développement de cette coopération. Je pense que c'est là que sera l'Europe. Elle ne sera pas à 27, hein, soyons francs. C'est là, et on voit les trois qui coopèrent pour essayer d'affirmer une indépendance européenne. Oui. Et un grand retour du Royaume-Uni, quand même, qui n'est plus dans l'Union européenne et qui joue le jeu européen pour la première fois, parce qu'ils étaient quand même très, très atlantistes. Moi, je n'ai jamais vu que des Britanniques s'opposaient à nous en faveur de l'OTAN, contre l'Union européenne, contre le pilier européen de l'OTAN. Et donc, aujourd'hui, effectivement, il semble avoir fait une mue qui est intéressante à suivre. Nous poursuivons cette émission spéciale. Regardez le président de la République.